Vous êtes sur la JCTV et vous avez raison. Bienvenue dans l'émission Le chrétien et la politique. Aujourd'hui, le monde est confronté à des catastrophes naturelles, érosion côtière, inondations, et j'en passe. Et l'État togolais, à travers sa politique gouvernementale et sa politique environnementale, ne cesse pas de mener des efforts pour lutter contre les changements climatiques. Et depuis sa création par la loi numéro 2008-005 du 30 mai 2008, portant loi cadre sur l'environnement, accompagne les citoyens à préserver l'environnement. L'ANGE, Agence nationale pour la gestion de l'environnement. Et sur ce plateau, aujourd'hui, nous allons débattre sur le thème des changements climatiques. Quel défi? Et nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau le directeur général de l'ANGE, une institution étatique. C'est un grand plaisir pour nous de recevoir ce grand homme dans cette émission et qui va éclairer les lanternes de téléspectateurs, vous qui nous suivez de par le monde entier. Monsieur le directeur, soyez les bienvenus. Merci pour cette invitation. C'est un honneur pour moi. C'est un grand plaisir pour moi de débattre de ce thème avec vous, de faire en sorte que les populations aussi puissent entendre, écouter et voir ce que nous pouvons dire sur les questions de politique environnementale, sur les questions des changements climatiques et de la décentralisation au Togo. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Oui, la toute première question, quand on parle de changement climatique, à quoi on fait allusion? Oui, c'est le dérèglement des paramètres climatiques. Vous voyez, et ces paramètres climatiques ont une constance donnée. Et on a par exemple la température, la vitesse du vent, l'humidité, tout cela a une constance donnée. Mais à un moment donné, avec, disons, les activités anthropiques, les activités des hommes, et le dérèglement naturel même, on a un changement, une variation de ces paramètres qui causent vraiment d'énormes problèmes aux populations et au monde entier, à tout ce qui est, disons, tout ce qui a une vie sur Terre, sent aujourd'hui le dérèglement de ces paramètres. Merci. Et quelles sont les causes du changement climatique aujourd'hui dans le monde entier? On voit un peu partout inondations, érosion côtière, sécheresse. Oui, quelles sont les causes? Oui, bon, les causes de ces grandes conséquences relèvent d'abord du système planétaire, relèvent d'abord des changements naturels même, des causes naturelles qui font que tout change de soi. Et principalement, on cite aussi les activités anthropiques, les causes anthropiques qui sont dues aux activités des hommes, à la politique humaine, à ce que les hommes font sur la terre. Donc, disons que ces activités, par exemple, émettent des gaz à effet de serre. Ces gaz à effet de serre, par exemple, le gaz carbonique, qui sont plutôt défavorables à la vie et qui causent ces dégâts. Par exemple, vous parlez de l'inondation. Il y a la fonte des glaciers qui vont faire élever le niveau des mers et qui peuvent causer l'élévation des rivières, des fleuves, bon, et de la mer même. Et donc, le changement climatique, à cause de ce que l'homme fait, à cause de ce que les changements naturels même, nous arrivons à ce que nous appelons à ces effets climatiques, des changements climatiques, qui sont franchement nuisibles à l'homme et contre lesquels on doit vraiment lutter. C'est ce que je peux vous dire simplement sur la question des changements climatiques. Donc, il y a l'homme et la nature qui sont les grandes causes des changements climatiques. Oui. Et qu'est-ce que l'homme peut faire, ou bien qu'est-ce que l'homme peut poser comme acte et qui peut porter atteinte
au changement climatique ou soit à la dégradation du climat? C'est les activités qui dégradent l'environnement, à savoir la déforestation, l'abattage anarchique, tout ce qui peut, par exemple, faire dégager ces choses-là, les gaz à effet de serre. Oui. Donc, c'est les activités humaines, tout ce que vous brûlez, sans le savoir. Donc, l'homme doit maîtriser ces activités-là, les activités qui sont à l'origine de ces changements climatiques, tels que je dis, la déforestation, tout ce qui est la désertification, tout cela, l'usage des gaz à effet de serre. Donc, l'homme doit pouvoir maîtriser leur usage, maîtriser son comportement dans la nature pour lutter contre les changements climatiques. Aussi, les gouvernements doivent dresser des politiques. Il y a des politiques au niveau national et au niveau international. Au niveau international, par exemple, dans les COP, il y a des conclusions internationales qui donnent les niveaux à ne pas dépasser dans les changements climatiques pour l'industrialisation, l'émission des industries, tout ça qui cause. Donc, franchement, le niveau d'industrialisation aussi, qui fixe un niveau d'industrialisation au niveau mondial. Donc, au niveau national, c'est des activités dans les ménages, mais dans les champs, les activités au niveau des particuliers qu'on peut voir, qu'on peut ménager pour que ce changement climatique ne cause pas d'énormes conséquences sur les hommes. Mais la cause fondamentale, quand on est dans les causes anthropiques, c'est l'industrialisation à outrance qui émettent beaucoup de gaz dans la nature. Donc voilà, quand on dit que les causes anthropiques, c'est là où il faut réduire d'abord. Et vous savez que dans les pays, certains pays, on déboise à grande envergure. Donc le déboisement intense qui cause... Pourquoi le déboisement cause là. Donc les arbres, par leur photosynthèse, aspirent le gaz carbonique. Mais quand vous le dégagez, quand vous le dégagez, vous détruisez la couche d'ozone, oui. Et ce qui fait mal à notre climat même. Donc, l'homme, les États et la communauté internationale sont les acteurs qui doivent agir pour limiter les dégâts. Oui, vous avez cité les COP. Le Togo a participé à la COP 21 et la COP 22, je crois, oui. Mais quelle est la politique environnementale du Togo sur le plan international? Est-ce que le Togo va réduire, comment l'appelle-t-on, son COD? Oui, et comment ça se passe? Non, bon, il y a ce que nous appelons les CDN. Oui. Et donc, au niveau du Togo, le Togo a choisi réduire, par exemple, réduire ses émissions au niveau de certaines matières. Oui. Par exemple, en veillant à la forestation. Oui. Vous voyez que le gouvernement a lancé une politique de reboisement de large, on dit 1 milliard de plans d'ici 2025. Ça rentre dans la politique que le Togo a choisie pour faire chose, pour réduire. Aussi, le Togo a choisi au niveau des énergies, les énergies renouvelables. Je ne vous apprends pas qu'au niveau de l'Afrique de l'Ouest et même au niveau de toute l'Afrique, il y a une centrale qui est en train d'être créée au niveau de Blita, qui est la première centrale qui pourra, disons,
fonctionner sans émettre de fossiles, ce n'est pas des centrales fossiles, mais donc des plaques solaires, et à travers les plaques solaires. Donc le Togo prend toutes ces, disons, le Togo s'engage dans toute cette politique-là pour réduire et aussi pour participer à la lutte contre les changements climatiques. Donc c'est au niveau de l'énergie, c'est au niveau de la déforestation que le Togo intervient pour au moins prendre l'engagement de réduire au moins de 11% ces émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est dans ce secteur-là que le Togo veut participer à chose. À la COP. Oui. Donc voilà ce que le Togo aujourd'hui fait, et le fait très bien pour la réduction de gaz à effet de serre. Est-ce qu'au niveau national, est-ce que les populations, les citoyens sont au même niveau d'information? Oui, actuellement, même aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, il y a les responsables de la direction de l'environnement qui sont au niveau des préfectures pour informer les populations sur ces questions de changement climatique. Et celui qui est au niveau de la ce que nous appelons quatrième communication sur les changements climatiques est actuellement à l'intérieur du pays en train de sensibiliser les populations sur les comportements, sur les activités, sur ce qu'il faut pour accompagner le gouvernement dans cette politique de changement, de lutte contre les changements climatiques. Oui, et par rapport à la politique environnementale que le gouvernement vient de mettre 1 milliard d'arbres d'ici 2025, oui, est-ce que dans les hameaux reculés, où aujourd'hui on voit les citoyens qui coupent des arbres anarchiques et ils ne plantent pas, mais on se dit, mais est-ce que l'information ils reçoivent l'information que le gouvernement est en train de vulgariser? Sur la politique de gouvernement, de reboisement que le gouvernement a entrepris, vous allez voir que le ministre Foli Bazi a sillonné tout le Togo, toutes les régions, pour informer les populations sur la politique de reboisement que le chef de l'État a initiée. Donc, disons que toutes les populations aujourd'hui, dans toutes les régions, toutes les communes, les maires, les préfets et les conseillers ont été sensibilisés sur ce reboisement-là. Donc maintenant, c'est aux maires, aux conseillers de relayer la sensibilisation à la base. Et même les services de l'environnement sont à pied d'œuvre dans les coins reculés pour non seulement sensibiliser, mais être même en plein dans le reboisement. Donc aujourd'hui, le reboisement est devenu un axe capital pour la politique togolaise, et toutes les couches sociales, à partir de votre émission là, je voudrais les sensibiliser à savoir que il est normal de planter, il est bien de planter, et en plantant aussi, on peut assurer sa vie à travers les arbres. Donc, ce n'est pas, quand on dit de mettre en terre 1 milliard de plantes, ce n'est pas seulement le gouvernement qui va le faire, ce n'est pas seulement les institutions publiques qui vont le faire, mais il appartient à tout le peuple, à tous les citoyens, de participer à cette politique de reboisement-là. Donc, ce qui sera comptabilisé, c'est ce que chaque citoyen aura fait, et c'est ce que les services publics auront fait. Donc, je voudrais passer ce message à partir de cette émission à toutes les populations, que le reboisement est une nécessité vitale pour nous-mêmes, et le reboisement peut participer aussi à notre développement économique. Aujourd'hui, voyez-vous, si vous avez quelques hectares de terre, vous pouvez valablement assurer votre vie. Bien sûr, on me dira, lorsque vous plantez
on vous dira de prendre les autorisations avant de les couper, bien sûr. C'est pour seulement réguler les coupes. C'est pour seulement suivre les coupes. Donc, j'interpelle toutes les couches sociales sur cette question. Donc, aujourd'hui, planter un arbre, c'est une nécessité pour nous Togolais. Merci. Chers téléspectateurs, vous qui venez de nous prendre en marche, je rappelle que je suis sur ce plateau avec M. Kofi Adadji. Il est le directeur national de l'ANGE, Agence nationale de la protection de l'environnement, de la gestion de l'environnement, pardon. Et nous sommes en train de parler de la question environnementale. Et le thème sur lequel nous sommes en train de débattre est changement climatique. Quel défi? Monsieur le directeur, oui, aujourd'hui, est-ce que au niveau des communes, qu'est-ce qui a été fait concrètement pour accompagner les maires ou soit les communes au niveau du développement environnemental? Qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce que l'État togolais fait concrètement pour les accompagner? Bon, disons qu'il y a une politique décentralisée qui disons, parlons même de la politique de la décentralisation. Oui. La décentralisation a pris un essor, a pris maintenant l'envol. Et aujourd'hui, nous parlons de communalisation de tout le territoire. Bon, cette décentralisation est accompagnée sur le plan environnemental d'une politique, la politique de la décentralisation de l'environnement, de la gestion de l'environnement. Et la gestion décentralisée de l'environnement pose aujourd'hui le problème de vitalité institutionnelle, et de profusion normative et de l'effectivité du droit de l'environnement même au niveau de ces communes. Donc, ce que je viens de dire, le Togo a aujourd'hui une profusion de normes. Au niveau des communes, il y a une normalisation complète pour intervenir en matière environnementale. C'est ce que j'appelle la provision normative. Il y en a. Il y en a. Et il y a aussi les institutions qui sont là pour servir au niveau communal à la politique environnementale. Mais c'est l'effectivité. La question qui se pose, c'est l'effectivité de ce qui est mis en place là. Donc, est-ce que c'est réellement appliqué? Est-ce que tout cet arsenal institutionnel et juridique que l'État a mis en place, est-ce que c'est réellement appliqué? Et c'est ce que nous appelons l'effectivité du droit de l'environnement ou bien l'effectivité de ces politiques-là au niveau décentralisé. C'est ça le problème. Et ce n'est pas seulement au Togo que le problème se pose, mais dans toute l'Afrique, il y a cette question de l'effectivité de la gestion décentralisée. Nous ne pouvons pas dire qu'il n'y a pas de textes. Les textes existent. Les outils sont là. Même on parle de la profusion. Vous verrez, il y a la loi cadre, il y a le code de l'eau, code minier. Tous ces textes-là intéressent aussi le niveau communal. Même au niveau de nos conventions internationales, les communes, l'action, le plan, l'agenda 21, tout ce que le Togo a fait, il y a aussi les communes qui sont intéressées. Aujourd'hui, l'arsenal existe. Même les gens parlent de profusion, qu'il y en a trop. Mais c'est l'effectivité, c'est l'application qui pose problème. Et si vous me demandez, par exemple, pourquoi ça pose problème, il y a des causes. Il y a des causes institutionnelles, il y a des causes socio-culturelles pour ça. Pour les causes institutionnelles, c'est que au niveau de nos communes, l'application des lois trouve une faille. Et aussi, il n'y a pas une vitalité dans les institutions qui sont là au niveau pour assumer cette politique de gestion décentralisée. Donc, dans les communes aujourd'hui, si
les communes doivent aller vers les ONG avant de pouvoir assumer cette question de gestion décentralisée. Donc, et encore que nous sommes au niveau de la mise en place des structures communales, et il leur faut le temps pour pouvoir mettre en œuvre cet arsenal juridique qui est dans leur main et qui est disponible. Donc voilà les questions institutionnelles que je peux poser. Maintenant, au niveau socio-culturel, et nos perceptions sur la question de l'environnement qu'on trouve trop complexes font que nous n'arrivons pas au niveau décentralisé à percevoir bien les questions environnementales. Et aussi l'incivisme, surtout l'incivisme au niveau des communes, pas seulement dans les communes, au niveau, au niveau de nos régions, au niveau de tous les citoyens. L'incivisme fait que nous n'arrivons pas à connaître nos devoirs envers l'environnement, nos devoirs envers les communes, nos devoirs de citoyens même, pour aider les collectivités à franchement gérer durablement l'environnement. Donc voilà ce que je peux dire au niveau communal. Oui, encore, nous allons rester dans le niveau communal. Vous avez parlé des tests juridiques que l'État a mis en place au niveau communal pour pouvoir accompagner les maires ou soit les communes en ce qui concerne la question environnementale. Bon, est-ce que c'est suffisant, ces tests juridiques, est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il n'y a pas un accompagnement financier pour pouvoir, parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui est la réalité. C'est ça la réalité. Bien sûr, il y a l'argent qui est la réalité. Je peux vous dire que les communes sont les démembrements de l'État. C'est aussi l'État. Et les communes doivent se débrouiller pour créer les richesses. Et c'est à partir de ces richesses-là que ces communes vont se développer. Bien sûr, l'État accompagne ces communes. Et en les déléguant certains de ces pouvoirs, même certains de ces richesses. Et par exemple, aujourd'hui, la gestion des sables, tout ça est relégué aux communes. Donc, il y a des compétences partagées, des compétences qu'on délègue aujourd'hui aux communes pour qu'elles se développent. Donc, c'est une participation aussi de l'État. Est-ce que vous voyez? Mais financièrement, l'État accompagne aussi ces communes. Disons que nous sommes au début de cette combination effective et il faut du temps pour que ça prenne l'envol nécessaire. C'est ce que je peux vous dire, que ça nécessite un accompagnement et l'État fait un effort pour accompagner réellement les communes en matière environnementale. Ok, et parlons des plans aujourd'hui que l'État a initié, 1 milliard de plans d'ici 2025. Oui, concrètement, et quels sont les plans? Parce qu'on parle de plans, des plantes, tout ça là, bon, il y a des plantes qui adaptent au changement climatique. Et concrètement, quelles sont les plantes que les citoyens doivent planter? Je peux dire que les citoyens qui veulent aujourd'hui mettre en terre les plants peuvent faire recours à nos institutions, au ministère de l'Environnement. Ils peuvent même trouver des pépinières pour les aider. Il y a la direction des ressources forestières pour leur donner des essences adaptées à nos conditions climatiques et des essences locales qui peuvent être adaptées à notre climat
même dans les pépiniéristes privés, il y a, toutes les essences qui sont là-bas sont adaptées à nos choses, comment on l'appelle, à notre climat. Et il n'y a pas une exigence donnée, mais ça dépend de ce que chaque individu veut faire derrière ses plans. Même si c'est les manguiers pour les utiliser, c'est aussi bon. Si c'est les cocotiers que vous voulez planter et les utiliser, c'est aussi bon. Si c'est l'acacia, si c'est l'acajou, c'est aussi bon. Donc, toutes les essences qui sont adaptées, on peut faire recours à nos services pour en trouver et les mettre en terre. À quoi doit ressembler une bonne politique environnementale? Qu'est-ce que la politique environnementale? Oui. C'est l'ensemble des orientations, des stratégies et des règles pour développer le secteur de l'environnement. Donc, aujourd'hui, je peux vous dire que l'environnement est une matière transversale. Donc, étant une matière transversale, il faut adapter une politique spéciale pour le gérer. Donc, la politique de l'environnement doit être une politique concertée. Est-ce que vous voyez? Doit être une politique partagée où il y a une concertation des populations autour de la mise en place de ces politiques-là. Nous parlons d'une gouvernance. Donc, il faut une gouvernance environnementale pour appliquer ces orientations dont je parle. Qu'est-ce que l'État fait? Qu'est-ce que l'État peut faire? Disons, l'État fait un découpage que nous appelons un découpage vertical dans la gestion de l'environnement. Donc, ça veut dire que l'État met des institutions, des ministères spécialisés pour gérer l'environnement. Vous-même, vous voyez que l'environnement, c'est une question transversale. Donc, si on veut les gérer seulement avec des institutions spécialisées, on ne peut pas cerner, et on ne peut pas tout cerner. Donc, il faut faire en sorte qu'il y ait des institutions de coordination, des institutions au centre pour faire en sorte que ce soit une politique cohérente. Donc, au niveau de ces institutions spécialisées, donc il y a des institutions comme l'Agence nationale de gestion de l'environnement pour essayer de coordonner les outils de gestion de l'environnement, les outils d'intégration de l'environnement dans les politiques, dans les projets et dans les actions. Donc, pour mettre une bonne politique en place, il faut d'abord une gouvernance environnementale bien huilée. Et il faut aussi adapter une politique durable, une politique qui tient compte de l'environnement, de la société et du social et d'une efficacité économique. Donc voilà les paramètres qu'il faut pour avoir une bonne gestion ou bien une bonne politique environnementale dans un État. Donc voilà ce qu'il faut pour gérer, pour mettre en place une bonne politique environnementale. Donc si je peux me résumer, il faut une gouvernance environnementale bien huilée et il faut aussi une gestion durable des ressources naturelles. Donc, voilà les paramètres d'une bonne politique environnementale. Ok, cela m'amène à vous poser cette question. L'Agence nationale de la gestion de l'environnement est une entité étatique, oui, je crois bien sûr liée au ministère de l'Environnement et des Ressources forestières. Et concrètement, qu'est-ce que l'Agence fait sur le terrain, concrètement, directeur, expliquez-nous. Bon, l'Agence nationale de gestion de l'environnement, comme je venais de le dire, oui, est une institution autonome créée par l'État pour
l'aider dans la mise en œuvre de ces politiques-là. Donc, nous avons 3 missions principales. Oui, lesquelles? La première mission, c'est la mise en œuvre de la politique nationale d'évaluation environnementale. Et la deuxième, c'est la gestion de la politique d'information environnementale. Et la troisième mission qui concerne aussi, c'est l'appui qu'il faut aux collectivités, et aux ONG et aux administrations publiques. Donc, sur la première mission de l'évaluation environnementale, disons que pour tous les projets, que ce soit un individu, que ce soit une administration qui conçoit un projet, il doit prendre en compte l'environnement. Et donc, il doit soumettre ce projet-là à l'évaluation environnementale au niveau de l'agence. Donc, la loi dit tous les projets, même la construction de vos maisons, hein, et les champs que vous développez, et tout projet qui peut avoir des répercussions, des impacts sur l'environnement, doivent être soumis à l'Agence nationale de gestion de l'environnement pour une évaluation. Et maintenant, lorsque vous soumettez ce projet, c'est pour 3 raisons. Ou bien, cette évaluation-là a 3 raisons. D'abord, pour donner des outils de décision à l'État dans la gestion de ce projet-là. Pas seulement à l'État, mais aux promoteurs même. Aussi, pour informer les riverains, les populations sur ce projet. Et troisièmement, pour gérer durablement l'environnement. Donc voilà les 3 objectifs de cette évaluation environnementale dont je parle. Bon, revenons maintenant, quel est le processus? Lorsque vous avez une idée de l'élaboration du projet, vous le soumettez au ministre de l'Environnement. Nous appelons cela avis de projet. L'avis de projet est déposé plutôt au niveau du ministre de l'Environnement qui le transmet à l'agence. Quand ce projet est transmis à l'agence, l'agence prend contact avec le promoteur et ensemble, ils formulent les termes de référence. Est-ce que vous voyez? D'abord, on fait ce que nous appelons le tri préliminaire pour savoir dans quelle catégorie. Si la catégorie, c'est de savoir si ce projet que vous faites aura des conséquences graves sur l'environnement ou aura des conséquences moindres. Donc, on a les catégories A, catégorie B, selon la Banque mondiale, ça. Chez nous, nous disons simplifié. C'est une étude d'impact environnemental simplifiée ou approfondie. Maintenant, si c'est approfondi ou simplifié, après avoir déterminé ces thèmes de référence, maintenant, vous choisissez un consultant, un expert qui connaît le domaine dans lequel vous voulez faire le projet. Et cet expert va élaborer un rapport. Et ce rapport-là contient quoi? La description du contour du projet, la description du contexte du projet, et puis les impacts que le projet peut avoir sur l'environnement et sur les hommes. Après avoir décrit ces impacts-là, il propose maintenant, l'expert propose les mesures qu'on peut prendre pour atténuer, pour compenser ou pour corriger ces impacts-là. Donc ça devient un cahier de charge. C'est sur la base de ce cahier de charge maintenant que on va vous donner plus tard le certificat pour faire vos projets. Dès que vous faites ce rapport-là, le rapport, lorsque vous élaborez le rapport, vous le déposez, vous le ramenez à l'agence. Et à l'agence, on analyse avec certains experts le rapport. Lorsque
nous acceptons le rapport au niveau de l'agence, on l'amène au niveau d'un atelier national. Et l'atelier national est organisé par ce que nous appelons un comité ad hoc composé par le ministre même. Et ce comité comprend plusieurs institutions qui ont une connaissance sur la matière du projet. Plusieurs entités qui ont un lien avec ce projet. Et les riverains du projet sont invités, leurs représentants, et c'est ce monde-là qu'on va rassembler pour étudier le rapport, pour le valider et pour l'accepter. Et dès qu'ils ont validé, ils donnent un avis au ministre pour que le ministre accepte le projet ou le rejette. Lorsque l'avis est favorable, le ministre l'accepte et on vous donne un certificat. Et c'est avec ce certificat maintenant, vous mettez le projet en œuvre. Et même lors de la mise du projet en œuvre, on vous suit. L'agence nationale, vous faites ce que nous appelons une convention avec cette agence nationale de gestion de l'environnement qui vous suit dans le projet jusqu'à 4 ans. Et si les 4 ans passent maintenant, on ne fait plus une étude d'impact environnemental et social, mais plutôt on fait ce que nous appelons un audit environnemental. Ce que je viens de dire est très important pour ceux qui nous écoutent. Ça aide le promoteur même à avoir des rendements, de bons rendements dans le projet. Ça aide le promoteur à avoir une adhésion de tous les riverains du projet. Ça aide le promoteur à ce que ce qu'il fait soit accepté du public. Et ça aide aussi à gérer notre environnement et ça aide l'État à prendre des décisions idoines en matière dans la discipline du projet. Donc, voilà la première chose que l'Agence nationale de gestion fait. Oui. Maintenant, la deuxième chose sur l'information environnementale. Il est question de créer un observatoire et d'avoir une base de données pour renseigner les populations sur des données. Par exemple, les données sur les changements climatiques. L'agence doit pouvoir les communiquer aux populations, les communiquer aux autorités pour travailler avec. Vous ne pouvez pas aujourd'hui faire vos projets sans connaître ces indicateurs-là, ou bien sans prendre en compte ces données. Donc, voilà ce que l'agence fait. Et dans tous les domaines, l'agence recueille toutes ces informations-là pour aider les populations. Maintenant, j'ai dit que l'agence aide aussi les collectivités, et aide les administrations, et aide le public dans les questions environnementales. C'est une aide technique. Donc, ceux qui m'écoutent peuvent se référer à l'agence pour des questions environnementales, pour des appuis techniques. Nous sommes là et nous pouvons les aider. Donc, c'est une institution très importante dans la mise en œuvre de la politique environnementale. C'est une institution de gouvernance environnementale. Donc voilà comment je peux présenter l'Agence nationale de gestion de l'environnement. Il reste le troisième aspect à l'endroit des ONG. Oui. Oui. Vous avez... Bon, au niveau c'est ce que je dis que l'agence appuie techniquement les ONG, les associations, même l'administration. Si les populations sollicitent l'agence peut intervenir. L'agence peut facilement l'aider, techniquement je dis, et non financièrement. Donc nous sommes créés pour donner les conseils et aider techniquement les ONG. Maintenant, bon, si un citoyen qui a implanté une usine quelque part, et vu les démarches que vous venez de décrire, et que ce citoyen n'a pas passé par ce paramètre,
qu'est-ce qui peut arriver? L'agence, qu'est-ce que l'agence... Ce n'est pas l'agence, mais c'est la loi qui sanctionne. Oui. Quelles sont les sanctions? Oui, la loi sanctionne. Oui. Il y a d'abord la sanction pénale. Oui. Donc, la loi dit que ceux qui mettent en œuvre des projets sans évaluation environnementale sont punis, sont amendés. Ils peuvent faire la prison et ils peuvent payer des amendes jusqu'à 50 millions, par exemple. Est-ce que vous voyez? Donc, ça, c'est la loi cadre qui a prévu ces peines pour ceux qui arriveront à violer ces normes-là. Et aussi, supposons, il y a des gens qui font, par exemple, l'étude d'impact et on leur donne le cahier de charge, mais n'applique pas le cahier de charge. Là, on retire. Le ministre peut retirer l'autorisation qu'il vous a donnée et vous êtes obligé de cesser l'activité. Donc, disons que c'est puni. C'est pour cela que chaque citoyen qui veut faire un projet doit faire recours à l'agence pour faire cette évaluation avant de faire son projet. C'est à son avantage de le faire. Donc, si, comme vous venez de le dire, si vous ne le faites pas, il y a la loi qui punit. Mais en ce qui concerne, bon, par exemple, un citoyen qui a un projet de construction. Oui. Dans votre développement, vous avez dit, quel que soit, si c'est le projet de construction, vous êtes appelé à faire des démarches auprès du ministère de l'Environnement, soit de l'agence, et comme ça, il y a eu une évaluation d'études qui sera faite, et si le OK est venu du ministre ou bien de l'agence, vous êtes libre d'entamer vos activités. Mais aujourd'hui, nous constatons, tout le monde construit. À Lomé, tout le monde construit. C'est seulement, il faut payer le terrain, avoir son titre foncier. Bon, est-ce qu'il y a une fois ou bien un jour, l'agence va débarquer pour demander aux gens, mais montrez-nous qu'est-ce qui prouve qu'il y a eu une étude d'évaluation sur le terrain avant cette construction. Vous allez le faire ou bien, bon, ceux qui l'ont déjà fait, bon, la loi, je ne sais pas si la non-rétroactive de la loi peut quand même s'intervenir au niveau de l'agence. Non, écoutez, nous sommes dans une dynamique de sensibilisation des populations. Une loi cette loi qui a été votée, nous sommes, comme je le dis, en train d'informer les gens sur la question de la prise en compte de l'environnement, de l'intégration de l'environnement dans les projets à travers les études d'impact. Cette émission que nous sommes en train de faire, c'est une occasion pour le dire qu'il faut le faire. Bon, sur les bâtiments, typiquement ce que tu dis, aujourd'hui nous travaillons avec les mairies. Nous travaillons de concert avec les mairies et bientôt, il faut, même au niveau de l'intérieur du pays, un permis de construire avant de commencer. Que ce soit à l'intérieur du pays, ou bien que ce soit à la capitale ici, tout le monde doit avoir un permis de construire. Même la loi a déjà établi ce permis-là. C'est que les populations ne le font pas. Est-ce que donc, bientôt, nous disons que nous sommes en train de travailler avec le ministère de l'Urbanisme et les communes pour qu'il y ait forcément un permis de construire. Et avant d'avoir ce permis de construire, il faut préalablement passer par cette étude d'impact environnemental dont je parle. Est-ce que vous voyez? Il faut cette autorisation qui sera intégrée. Le certificat que vous aurez sera un élément d'appréciation pour
vous donner le permis de construire. Donc, mais aujourd'hui, nous sommes débordés même. Il y a des gens qui nous soumettent leur projet de construction. Il y a beaucoup de... même les privés. Il y a des privés, il y a des sociétés qui nous soumettent les plans de leur construction qu'on évalue avant qu'ils ne construisent. Donc, ce sera bientôt chose effective pour toute la population. Et vous savez que à partir de ces permis de construire, il y aura des taxes. Donc, ce sera effectif. Et tous ces projets-là, nous allons les évaluer. Les évaluer, je vous dis, c'est à l'avantage du citoyen. C'est dans le sens de la sécurisation du citoyen. Donc, nous sommes à la disposition du citoyen. Nous voulons appuyer le citoyen. C'est pour cela que l'État a mis en place, disons, notre institution. Oui, parlant de l'étude pour l'évaluation du projet, oui. Oui, ça peut coûter combien aux citoyens, aux Togolais? Ça dépend. Il y a des évaluations que nous faisons à 0 francs. Par exemple, quelle évaluation peut coûter? Nous appelons, il y a des choses que nous appelons des approbations. Alors, il y a des projets qui ne nécessitent pas qu'il y ait un atelier. Nous passons à analyser nous-mêmes le projet sur le site et puis on sort une approbation que les gens prennent. Bon. Mais il y a certains projets qui coûtent. Il y a des projets qui coûtent parce que j'ai dit tout de suite qu'il y aura, vous devez prendre un consultant. Oui. Ce consultant, vous devez le payer. Les consultants peuvent prendre de 1 million à 10 millions. Est-ce que vous voyez? Oui. Pour des projets. Bon. Quand je parle de 10 millions, c'est de grands projets. Tout à fait. Bon. Et après le rapport, à la validation de ce projet, je dis qu'on met un comité ad hoc. Ce comité ad hoc, c'est le citoyen qui le prend en compte. Donc, ça coûte. Mais l'État fait tout pour alléger ces coûts-là aux citoyens. L'État fait en sorte que, avec le temps, oui, que l'évaluation-là soit gratuite pour les populations. Mais nous ne sommes pas encore à ce niveau-là. Donc, l'agence aujourd'hui, nous sommes dans des réformes. Nous sommes dans des réformes qui vont nous permettre, dans le long terme, à faire des évaluations comme ça à la population. Ok, monsieur le directeur, nous sommes en train de tirer vers la fin de cette émission. En termes de conclusion, votre mot de la fin dans cette émission? Et je peux conclure que nous avons parlé aujourd'hui des questions de l'environnement et nous avons évoqué les changements climatiques, nous avons évoqué la gestion décentralisée de l'environnement, nous avons parlé globalement des politiques environnementales. Et c'est un plaisir pour moi de passer ce message, de faire connaître l'Agence nationale de gestion de l'environnement à nos éditeurs. Et je tiens à vous remercier pour l'occasion que vous nous avez donnée pour passer ce message-là. Et maintenant, je crois que de temps en temps, nous passerons chez vous pour causer et passer des messages précis sur l'environnement aux populations. Merci. Donc, je salue nos chers concitoyens, chères concitoyennes qui nous écoutent. Je les salue. Merci. Et leur dis au revoir. Merci, directeur. Chers téléspectateurs, je vous rappelle que nous avons reçu sur ce plateau le directeur national ou le directeur général de l'Agence nationale de gestion de l'environnement, Monsieur Kofi Adadji. Vous qui nous avez suivis, merci et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.